Bozès, parce que ce dont je vais m'entretenir avec vous, c'est quelques résultats provisoires d'une recherche collective qui est financée par l'Agence nationale de la recherche, qui est donc dirigée par Philippe Bozès, qui est, à mon avis, le spécialiste de la réforme de l'État en France, et qui, qu'à mon avis d'ailleurs, qui est le spécialiste de la réforme de l'État en France et qui, effectivement, s'intéresse plus particulièrement aux fusions dans le cadre de la révision générale des politiques publiques. Alors, fusion Pôle emploi, bien sûr, mais aussi fusion des ARS, moi c'est ce dont je vais m'entretenir aujourd'hui, mais aussi des autres directions régionales au niveau de l'État territorial. Bien, alors cette recherche collective est ambitieuse et elle a deux volets. Elle a un volet national, c'est-à-dire que nous nous sommes entretenus pour chacun de nos domaines, nous nous sommes entretenus avec les concepteurs des réformes, donc en remontant souvent jusqu'au ministre ou au cabinet du ministre, mais aussi les hauts fonctionnaires et les groupes qui ont pensé ces fusions. Et puis nous avons pour mission aussi, en quelque sorte, de confronter cet esprit réformateur à ce qui se passe en région. Et donc on a fait aussi des monographies au niveau régional. Et moi j'en ai fait par exemple pour les ARS, j'ai fait 3 ARS, j'ai fait Aquitaine, Picardie et Midi-Pyrénées. Alors si je dis ça, c'est que c'est très intéressant de confronter le niveau, ce qu'il y a dans la tête des réformateurs et ce que l'on constate en région. C'est-à-dire évidemment le moment de la décision et le moment de la mise en œuvre, c'est toujours intéressant à confronter. On verra le décalage qui peut exister entre ce que les réformateurs pensent ce qu'ils font et le vécu des agents de terrain. Alors j'aimerais commencer par une note d'optimisme en cette matinée. C'est que si je fais une comparaison santé-Pôle emploi, c'est pour vous montrer que vous n'êtes pas les seuls à souffrir. Bon, donc ce qui peut au moins vous rasséréner un peu, quoi. C'est-à-dire que, en quelque sorte, le malaise qui existe à Pôle emploi existe aussi dans les autres administrations fusionnées, et qu'on retrouve bien des régularités entre ce qui se passe à Pôle emploi et ce qui se passe dans d'autres administrations fusionnées. Voilà. C'est pas bien? Il paraît qu'il est mieux celui-là. Voilà, excusez. Problème technique. C'est du direct. Voilà. On m'entend mieux là? Je sais pas. Non? C'est mieux? C'est pas mieux? C'est pareil en fait. Hein. C'est moi le problème. Donc voilà. Alors voilà, il faut que je colle le micro. Bien, alors, l'idée, un plan, alors évidemment, j'arriverai pas au bout, ça c'est sûr, mais l'idée quand même, c'est de démontrer à partir du cas des agences régionales de santé que finalement, les agences régionales de santé, j'ai dit, c'est une bonne idée au service d'une mauvaise politique, c'est-à-dire que les agences régionales de santé, ça part, effectivement, c'est une bonne idée, l'idée de décloisonner le système de santé, d'organiser le parcours des patients. Je ne vais pas rentrer dans les techniques spécifiques du système de santé, mais ce qui est intéressant, c'est de voir les défauts. Alors, c'est un vieux projet, les agences régionales de santé, mais c'est intéressant de voir la déformation que fait subir ou qu'a fait subir la révision générale des politiques publiques à cette bonne idée. Autrement dit, les ARS, elles sont les filles de la révision générale des politiques publiques, bien que les idées soient antérieures. Et ce qui est intéressant, c'est que même les concepteurs des agences régionales de santé, avec qui je me suis entretenu, aujourd'hui sont fort dépités de ce que la RGPP a fait aux ARS. Voilà. Et sont en quelque sorte fort dépités de la mise en œuvre des ARS dans le cadre de la RGPP. Je dirais un mot quand même pour savoir ce qu'est la révision générale des politiques publiques d'un point de vue de sciences politiques, parce que c'est un moment très spécifique de la réforme de l'État. Vous savez, la réforme de l'État, c'est quelque chose de très très long, hein, c'est au long cours, ça a démarré dans les années 60, mais la révision générale des politiques publiques, qui est lancée en 2007, en 2008, mais qui est lancé politiquement en 2007, est un moment spécifique de la réforme de l'État qui se distingue d'autres séquences de cette longue histoire de la réforme de l'État. Et on verra qu'on comprend bien des problèmes générés par les fusions par, en quelque sorte, ces caractéristiques de la RGPP. Alors, je m'attacherai plus longuement sur les impensés des fusions, c'est-à-dire du point de vue des réformateurs, de ceux qui ont pensé les réformes, les impensés des fusions, et notamment la question des idents. Alors, vous dites finalement, les fusions ne prennent pas en compte la question des conditions de travail. Évidemment, puisque de toute façon, les réformateurs n'y ont pas pensé. C'est-à-dire que la question des identités professionnelles, la question du travail réel des agents, la question des pratiques professionnelles n'était pas
dans la tête des réformateurs, puisque ce qui intéresse les réformateurs, c'est la rationalisation des organisations. Donc, ils réfléchissent en organisation et pas en partir du travail. Bon. Je détaillerai plus longuement à partir de quelques résultats des monographies que j'ai faites en région sur le malaise des personnels des agences régionales de santé, en essayant, évidemment, moi je me suis quand même documenté sur Pôle emploi, hein, donc je sais à peu près ce qui s'y passe, même si ce n'est pas mon terrain. Et donc on verra qu'il y a, à mon avis, de fortes analogies du point de vue du vécu des patients, des formations, Oui, tu peux dire aussi, des agents, oui. mais des patients, des futurs patients, voilà, qu'on retrouve à l'hôpital, au moins ils savent les bonnes adresses. Donc il y a de fortes analogies. On verra aussi que ça pose une question, la révision générale des politiques publiques, c'est qu'on voit l'État se retirer du niveau infrarégional. Et ça pose la question de la proximité des services publics. En un sens, la révision générale des politiques publiques porte en elle une logique de centralisation jacobine, pas seulement au niveau du management, mais aussi du point de vue de l'organisation des services publics sur le territoire, et que, en quelque sorte, cela pose de graves problèmes de proximité et des tensions, non seulement avec les élus locaux, mais aussi avec les préfets de département. Et puis, je finirai par une petite note, j'espère, amusante, sur la façon dont les réformateurs s'immunisent d'un point de vue cognitif, intellectuel, contre leurs propres échecs. C'est-à-dire, quelles sont les stratégies un peu de pensée qu'ils mettent en œuvre pour, en quelque sorte, sauvegarder leur croyance dans le bien fondé des réformes qu'ils portent. Voilà. Hein, une petite analyse de sociologie psychologique qui vaut ce qu'elle vaut. Alors, je ne vais pas détailler longuement sur cette diapositive, je voudrais dire simplement que pendant très longtemps, c'est pour caractériser le moment spécifique qu'est la révision générale des politiques publiques, c'est-à-dire que la réforme de l'État et des services publics, et quand même, je l'ai dit, ça a démarré des années 60, il y a eu la rationalisation des choix budgétaires, etc. Mais quand même, si on prend sur une histoire plus récente, ça a démarré, disons, autour des années 90. Et ce qui est important de retenir, c'est que pendant très longtemps, jusqu'à la RGPP, on était plutôt dans une démarche progressive, on dirait incrémentale, c'est-à-dire de petits pas, qui prend en compte, en quelque sorte, la spécificité des services publics, la spécificité des statuts de la fonction publique et la spécificité des pratiques professionnelles, la spécificité des missions des services publics. Et notamment, pendant très longtemps, enfin jusque 2007, on va formuler comme ça, jusque 2007, au moins il y avait ceux qui portaient la réforme de l'État, et notamment de l'État territorial, avaient le souci d'associer, de prendre en compte, enfin d'associer les syndicats de la fonction publique et de prendre en compte les spécificités des services publics et des missions de services publics. Et donc, ce qui me semble intéressant, c'est que la révision générale des politiques publiques constitue bien, de ce point de vue, de cette histoire longue, de cette démarche, je dirais, négociée, hein, constitue une rupture claire avec la façon de faire les réformes des services publics et de l'État antérieures. Alors on verra, c'est une restructuration en 8 directions au niveau régional. Alors, ce qui me semble intéressant, c'est qu'on est passé, à compter de 2008, en mode industriel, c'est-à-dire qu'à la fois, on a multiplié le nombre de décisions de restructuration, mais surtout, on les a fait à marche forcée. D'accord ? On est vraiment passé d'une démarche prudente, progressive, négociée, à une démarche, je dirais, autoritaire et accélérée. Alors, il me semble quand même qu'il faut repréciser quelques points sur la révision générale des politiques publiques. D'abord, il faut savoir que la réforme de l'État, qui était portée par la Direction générale de l'administration et de la fonction publique, a été rattachée au ministère des Finances, enfin du budget, des comptes publics et de la fonction publique, et donc de la réforme de l'État, ce qui en dit long, ce rattachement de la réforme de l'État à Bercy. Vous voyez ? C'est-à-dire que clairement, la priorité est donnée, malgré ce qui est dit, à la réduction des dépenses publiques et à la réduction des effectifs de la fonction publique. En sciences politiques, on est toujours intéressé par, en quelque sorte, le rattachement des problèmes publics. Hein, à quelle administration c'est rattaché ? Évidemment, le rattacher à Bercy, ça n'est pas anodin. Alors, une deuxième conjoncture qui s'ouvre en 2007, c'est que c'est un gouvernement très spécifique parce que les principaux portefeuilles ministériels ne sont pas détenus par des grands corps de l'État,
par des agents issus des grands corps de l'État, Cour des comptes, Conseil d'État, etc., mais par des agents issus du privé. Je pense évidemment à Eric Woerth, issu d'Andersen Consulting. Je pense aussi à Christine Lagarde, avocat d'affaires, évidemment à Nicolas Sarkozy, lui-même avocat d'affaires. Ce qui, en quelque sorte, veut dire aussi qu'il y a une forme de rupture, si vous voulez, du point de vue de la science politique. La réforme de l'État, quand elle est portée par les grands corps de l'État, si vous voulez, c'est une force de rappel. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, on rappelle aux réformateurs les contraintes, les pesanteurs, les inerties de la fonction publique. Là, le fait que ces réformes soient entreprises, menées, conduites et promues par des acteurs qui ne sont pas issus de la fonction publique induit en quelque sorte une rupture de culture dans la réforme de l'État, et notamment dans l'idée d'appliquer les technologies de la gestion privée au secteur de l'État. Notamment, et surtout l'idée qu'il faut faire fi des pesanteurs institutionnels, statutaires, etc. Et qu'en quelque sorte, il faut y aller au pas de charge. Alors, sur la révision générale des politiques publiques, un troisième point qui me semble intéressant quand vous étudiez la révision générale des politiques publiques et qui a pensé les fusions, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très technocratique, de très centralisé, de très politique. Alors, très technocratique, très politique, parce que c'est une des premières fois que la réforme de l'État est portée par les plus hauts niveaux du politique, c'est-à-dire l'Élysée et Matignon. Donc une implication directe et constante de Claude Guéant et Nicolas Sarkozy, Raymond Souby pour les agences régionales de santé, mais aussi François Fillon et son cabinet dans ces fusions. Donc on a quelque chose de très politisé. J'insiste sur ce point, je vous verrai pourquoi. Et ensuite, vous avez l'association, la mise en place dans la RGPP au niveau central de petits groupes d'audit qui associent des très hauts fonctionnaires issus des grands corps, corps d'inspection de l'État, et nouveauté induite par ce que je vous ai dit précédemment, par des grands cabinets de conseil internationaux, Boston Consulting Group, Capgemini, McKinsey, etc. Et vous retrouvez, alors je le dis ici, dans le groupe qui a pensé les agences régionales de santé, il y avait plus de consultants que de fonctionnaires. Ce qui en dit long aussi sur la façon dont on va faire passer, parce que les consultants, c'est les chevaux de Troie, je dirais, pour faire passer les technologies de gestion du privé, le nouveau management public, vers l'administration. D'accord ? Et surtout, ces réformes ont été pensées par des gens qui n'ont pas la culture de l'État, et qui n'ont pas la culture de la fonction publique, qui n'ont pas la culture et qui n'ont même pas la connaissance parfois des pratiques professionnelles. Vous voyez, c'est quelque chose, on peut dire que ces fusions ont été pensées par des acteurs, hommes politiques, très hauts fonctionnaires, cabinets de conseil, qui ont une connaissance, dirons, très médiate, voire pas de connaissance du tout, de ce que font les acteurs de terrain. Donc vous avez là, à mon avis, l'une des causes des nombreux impensés de la réforme de l'État. Donc un volontarisme politique affiché, l'idée qu'on ouvre une ère de rupture, c'est ce que Bézès appelle un leadership présidentiel de rupture, c'est-à-dire qu'il faut affirmer la rupture par rapport aux façons de faire précédentes, et notamment la démarche plus négociée et progressive de la réforme de l'État, avec une focalisation sur les enjeux budgétaires. Alors, focalisation sur les enjeux budgétaires qui est un peu noyée, parce que j'ai repris les objectifs affichés de la révision générale des politiques publiques. D'abord, l'idée que pourquoi on réorganise et pourquoi on fusionne, parce qu'on tire les conclusions des différentes vagues de décentralisation. Je ne vais pas m'attarder sur ce point. Il faut faire des économies de fonctionnement. Alors ça, on le dit parmi d'autres, c'est-à-dire mutualiser les moyens et supprimer les doublons. Mais je rappelle quand même, par exemple, que pour les agences régionales de santé, il n'y avait pas besoin de faire la RGPP et il n'y avait pas besoin de faire les ARS pour mutualiser les moyens. Bon, c'est-à-dire que cette démarche de mutualisation des moyens était déjà entreprise bien avant la RGPP. Accroître évidemment la productivité et l'efficience, mais en même temps, ce que l'on met en avant plus facilement, c'est moderniser l'administration, moderniser la gestion des ressources humaines, favoriser la mobilité des personnels, etc. Et puis simplifier, alors on verra que ça n'est pas du tout le cas, simplifier l'administration pour les usagers, leur rendre la vie plus facile, et évidemment rendre cette administration plus efficace. Alors,
je vais passer rapidement sur ce point parce que l'idée, c'est que quand même, vous voyez, il faut resituer Pôle emploi dans un contexte plus général quand même, qui est quand même un contexte de fusion tous azimuts au sein de l'État. D'accord ? C'est-à-dire que vraiment l'administration n'a pas connu des transformations aussi profondes et aussi rapides depuis très longtemps. Hein, depuis la Seconde Guerre mondiale, on peut le dire. Bon. Et donc, notamment, on a fusionné les services déconcentrés de l'État en 8 grandes directions régionales, dont 7 placées, pas 8, 7 placées sous la direction du préfet, les agences régionales de santé, relevant d'un directeur général des agences régionales de santé, qui sont nommés, ces directeurs généraux, directement en Conseil des ministres, comme les préfets. Bon, donc ils ont la même légitimité. Disons que les préfets n'ont pas réussi à mettre la main, je pourrais vous parler de cette histoire-là, sur les agences régionales de santé, mais ils n'ont pas renoncé à le faire. Alors la région est aujourd'hui considérée comme le niveau de pilotage de l'action publique, l'échelon départemental n'étant plus qu'un échelon de mise en œuvre des politiques publiques. C'est-à-dire que l'on conçoit les politiques publiques au niveau régional et l'échelon départemental n'est plus qu'un échelon, un échelon d'exécution, ce qui peut être contesté. Hein, surtout quand on veut favoriser, par exemple, la territorialisation ou la proximité dans l'action publique. Hein, on pourrait très bien, et pendant d'autres moments de la réforme de l'État, on a pris le chemin inverse. On avait fait le raisonnement inverse. On a dit qu'il faut partir du terrain pour penser les politiques publiques au plus près des usagers. Là, on va le voir, on est clairement dans une logique descendante. Hein, nationale, régionale, locale. Le local n'étant plus qu'un niveau d'exécution et de mise en œuvre. Alors, j'ai fait un schéma, hein, vous voyez, l'organisation régionale avant, c'est pour situer le contexte, hein, 2007 et après 2008. Donc, vous voyez que après, vous avez le préfet de région, les ARS, il y a une petite erreur dans le schéma, donc vous n'avez pas directement du préfet de région, mais vous avez les DREAL, les DRAF, les DRAC, les directs, les rectorats, etc. Bon, voilà, vous avez 8 directions régionales, dont 7 qui sont placées sous l'autorité du préfet de région. Et le schéma départemental, au niveau départemental, vous n'avez plus que 3 directions. Hein, une direction départementale de la cohésion sociale, une direction départementale de la protection des populations et une direction départementale des territoires, avec donc évidemment les préfectures. Clairement, on voit là comment l'État va délaisser le niveau départemental. Et on commence à le voir au niveau de la santé, ce qui pose un vrai problème dans la conduite de l'action publique, notamment pour ce qui relève des santé publiques. Alors, il me semble quand même que la révision générale des politiques publiques porte un certain nombre d'évolutions dans le style de management, si j'ose dire, c'est des gros mots, ça, dans le style d'administration, mais ça c'est archaïque, c'est passéiste, de la gestion, ça c'est plus moderne, des services publics. D'abord, il me semble clairement que l'on a affaire à des systèmes décisionnels de plus en plus verticalisés et politisés. Dans l'État démantelé, mes collègues Willy Pelletier et Bonelli parlent de caporalisation de l'action publique, ce qui me semble être assez juste. Hein, c'est-à-dire que, clairement, il s'agit de mettre en place des chaînes de commandement hein, qui vont du niveau national au niveau local, et avec à chaque échelon des cadres ou des directeurs ou des acteurs qui sont recrutés, me semble-t-il, davantage pour leur loyauté politique. Et vous retrouvez là l'aspect politique de la RGPP, plutôt que pour leur connaissance des administrations fusionnées. Et parfois même, ils sont recrutés hors de l'administration, notamment pour les agences régionales de santé. Les directeurs généraux des agences régionales de santé ont été recrutés par un cabinet de chasseurs de tête parisiens, Salmon & Partners, qui avait clairement l'objectif d'ouvrir le recrutement des directeurs généraux d'ARS à des agents non issus de la fonction publique, et notamment du secteur privé, et ça se passe très mal pour la plupart, dans leur nouveau poste, sauf un. Et le choix de ce cabinet de recrutement ou de chasseurs de tête a été validé par l'ancien PDG de PSA, une commission ad hoc. Donc vous voyez que déjà dans le choix effectivement des recrutements de ceux qui vont porter la réforme, on voit bien qu'on a affaire à des recrutements non sur des compétences ou des connaissances des administrations fusionnées, mais davantage en fait en quelque sorte pour des qualités managériales tout terrain,
hein, si possible avec des acteurs fortement acculturés au secteur privé, et surtout pour leur loyauté, hein, leur fidélité au centre politique. Avec donc un objectif prioritaire, l'objectif prioritaire, il reste, je l'ai dit, c'est de réduire les dépenses publiques et les effectifs de fonctionnaires de l'État, en accélérant les fusions et en externalisant vers le secteur privé tout ce qui peut l'être, clairement. Alors, il me semble quand même que, pour reprendre l'expression de Philippe Bézès, on a affaire avec la RGPP à une tentation de l'architecte. Vous savez, une tentation de Venise, là c'est de l'architecte. C'est que, il me semble, quand vous interrogez ceux qui portent, qui ont conçu les fusions, les décideurs, on va les appeler comme ça, clairement, ils vous parlent organisation. Ils parlent et organisation formelle. D'accord? Ils ne vous parlent, évidemment, hormis quelques allusions sur le travail, mais aussi, surtout, sur l'usager, hein, qui est instrumentalisé pour justifier et légitimer les réformes. Clairement, ce qu'ils ont en tête, ce sont les organisations formelles, hein, les cultures et les pratiques des agents passant très loin derrière. En plus, dans un horizon de court terme, hein, je rappelle que ces fusions, et vous le savez, à Pôle emploi, ont été menées au pas de charge, mais c'est aussi vrai des agences régionales de santé. Ces agences régionales de santé, il faut savoir qu'on a fusionné quelque chose comme 8 services déconcentrés en moins d'1 an, à partir de rien. Donc, hein, les préfigurateurs des ARS ont été nommés en mai 2009. On leur a donné un bureau, d'accord, un bureau, 2-3 adjoints, un téléphone. Et il fallait qu'un an après, ils aient mis en place des agences régionales de santé, avec toute la question des locaux, la question des personnels, etc. Bon, donc quelque chose de très lourd et qui a été fait au pas de charge. Hein. Bon. Et surtout, me semble-t-il, la RGPP, c'est ce que j'appelle la réforme en chambre. Hein. C'est-à-dire que clairement, on est dans des conceptions hyper rationnelles de la réforme, c'est-à-dire que clairement, c'est pour ça qu'on appelle ça la tentation de l'architecte, c'est-à-dire qu'ils ont pris des plans de l'administration, ils ont pris leurs équerres et leurs ciseaux, et ils ont rapproché. Vous voyez ? Et alors, ce qui n'allait pas dans, par exemple, si je prends les agences régionales de santé, ce qui n'allait pas dans les agences régionales de santé, par exemple, tout ce qui est le social, eh ben, on les a mis dans un rebut qui s'appelle les directions générales de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale. Autrement dit, tous les bouts dont on n'a pas voulu ailleurs. D'accord ? Avec un vrai problème, par exemple, on posera la question, c'est que le social, par exemple, la synergie du sanitaire et du social, qui était constitutif de l'identité de l'administration sanitaire et sociale, est aujourd'hui complètement perdue. Et quand vous voulez faire, par exemple, des politiques de santé publique, il faut aussi parler éducation, conditions de travail, conditions de logement, etc. Et ça devient très compliqué, puisqu'on a autonomisé le sanitaire par rapport au social. Bon, donc quelque chose qui, effectivement, relève vraiment de la représentation organisationnelle de base, avec une réforme vraiment élaborée en circuit fermé par ces petits groupes d'audit, coupés des réalités de terrain. Et donc on peut se poser la question si on n'a pas affaire à une rationalité de papier, rationalité de plan, et que les grands problèmes auxquels vous êtes confrontés, c'est pas justement le rappel du réel, le retour du réel, hein, le retour du refoulé, on dirait en psychanalyse, c'est-à-dire qu'effectivement, les pratiques et les identités professionnelles, effectivement, se confrontent à cette rationalité de papier. Alors, d'autres implicites et impensés de ces grands architectes de l'État rappellent que quand même que derrière les administrations, il y a des politiques publiques. Or, quand vous fusionnez des administrations, vous fusionnez des politiques publiques. Et quand vous les fusionnez en sachant pas trop ce que ça va donner, vous pouvez vous dire qu'il y a des politiques publiques qui vont souffrir et d'autres qui vont être survalorisées. Autrement dit, les missions de l'État se recomposent, je veux dire, via ces réorganisations administratives, mais sans que cette recomposition des missions soit véritablement pensée. D'accord ? Clairement, l'idée des réformateurs, c'est on va mettre un coup de pied dans la fourmilière et on va bien voir comment ça se recompose. D'accord ? Bon, et clairement, c'est pour ça que la révision générale des politiques publiques porte très mal son nom. Parce que ce n'est pas du tout les politiques publiques qui intéressent la révision générale des politiques publiques, ce sont les administrations et les économies budgétaires que l'on peut faire de la fusion des organisations administratives. Donc, les politiques publiques, même les politiques publiques, passent
je dirais, au second plan. Évidemment, derrière ces fusions, il y a des questions de circuit budgétaire, je vais notamment sur la fongibilité des financements, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais vous avez aussi des enjeux de carrière et de mobilité pour les agents dans les nouvelles entités. Hein. Et clairement, là encore, malgré un discours très général, ces mobilités et ces enjeux de carrière n'ont pas toujours été fortement pensés. Et puis évidemment, je l'ai dit, il y a des questions de pratique et d'identité professionnelle qui se composent, se décomposent, souvent, et se recomposent. Je prendrai l'exemple des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et des MISP. Un autre enjeu, je l'ai dit, avec le retrait de l'État du niveau départemental, c'est un risque d'éloignement avec les élus locaux, d'accord, hein, notamment avec le fait que les préfets de département sont aujourd'hui subordonnés aux préfets de région et que de plus en plus, les élus locaux n'ont plus d'interlocuteurs véritables au niveau départemental, ce qui bouleverse complètement, parce que vous le savez quand même, l'État jacobin s'est construit autour des départements, hein, bouleverse complètement les jeux, je dirais, subtils entre l'administration et le politique autour des services publics. Une question de la meilleure lisibilité des politiques publiques pour les usagers. Est-ce que, clairement, ces réorganisations administratives conduisent à une meilleure lisibilité des politiques publiques? Rien n'est moins sûr. Et surtout, il y a un problème de décloisonnement. On dit on va décloisonner les politiques publiques sectorielles, mais ce faisant, on redécoupe, je vais venir sur ces enjeux spécifiques, on redécoupe les périmètres des administrations. J'ai pris l'exemple de la coupure et de la séparation du sanitaire et du social, et que ces coupures, en quelque sorte, on n'en a pas forcément pensé les effets pervers. Bon. Alors, si je prends l'exemple des agences régionales de santé, je vais rentrer au cœur du sujet. Je rappelle quand même que les agences régionales de santé sont issues de la loi Bachelot de 2009, qui est elle-même la déclinaison santé de la RGPP, la révision générale des politiques publiques. Donc, clairement, les agences régionales de santé, je l'ai dit, qui sont un projet au long cours, qui ont été déjà formulés depuis début des années 90, ont trouvé dans la RGPP un portage politique. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, on est passé à l'acte avec la RGPP. Mais ce sur quoi je veux insister, c'est que la RGPP a profondément perverti le projet initial. Voilà. Et en quelque sorte, les ARS, c'est un bon révélateur de ce que fait la RGPP aux idées de réforme de l'État. Alors, le malaise des personnels. Alors, sur quelques résultats quand même saillants des études que j'ai fait en région avec ma collègue Christine Roland. D'abord, il faut le savoir, les agences régionales de santé ont pour ambition de fusionner, et vous le savez, vous pouvez faire le déclinaison avec Pôle emploi, avec ANPE et ACEDIC, fusionnent les services de l'assurance maladie, qui relèvent du droit privé, avec une convention collective, avec les personnels de l'État, des DAS notamment, des directions départementales des affaires sanitaires et sociales et des directions générales des affaires sanitaires et sociales. Et donc, vous avez, dans les ARS, on a décidé de faire ces fusions à statut constant, c'est-à-dire en gardant les statuts originels. Donc vous avez énormément de statuts dans les agences régionales de santé. Vous avez évidemment des personnels qui sont régis par la convention collective de l'assurance maladie, par celle de l'UCANS, évidemment des statutaires de la fonction publique, statut de l'État, mais aussi des contractuels de droit public. Et il faut savoir, alors ça paraît un détail, mais pour des syndicalistes que vous êtes, ce n'est pas du tout un détail, c'est que cette fusion à statut constant empoisonne les relations quotidiennes dans les personnels des ARS. C'est-à-dire que vous avez des différences de rémunération énormes entre les personnels de l'État et les services de l'assurance maladie, mais aussi vous avez des avantages qu'ont les personnels de l'assurance maladie du fait de leur convention collective par rapport à ceux de l'État. Et il n'est pas rare, par exemple, que le directeur, par exemple, de l'hospitalisation voyage en deuxième classe parce qu'il est issu d'une DRAS, pendant que son adjoint voyage en première classe. Ce qui met une bonne ambiance. Hein, voilà. Donc, ce qui met une bonne ambiance. Voilà. Alors, vous savez, hein, c'est ce que disait Diribarne. En France, on est régi par la logique de l'honneur. Hein, c'est-à-dire qu'il faut... donc, il faut des rangs, quoi. Alors là, c'est assez cocasse parce qu'on retrouve des hiérarchies inversées. Vous voyez? Bon. Mais plus généralement, ça crée énormément de ressentiment parce que les personnels de l'État ont l'impression que
ils sont sous-payés par rapport au personnel de l'assurance maladie, ce qui est un fait. Voilà. Donc, qui crée pas mal de ressentiments. Ensuite, il faut le dire, un choc des cultures professionnelles. Un choc des cultures professionnelles. Il faut savoir, c'est pour ça d'ailleurs je me méfie toujours quand on dit il faut reconfier la politique de santé à la sécurité sociale. Quand on parle de la sécurité sociale, la CNAM, je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée. Parce que clairement, l'assurance maladie, depuis 2004, a développé clairement une perspective d'entreprise. C'est quand même complètement acclimaté, je dirais, à la culture d'entreprise, à la gestion par indicateur caractéristique du nouveau management public, avec un management très autoritaire. Hein, vous savez, pendant très longtemps, les services de l'assurance maladie n'étaient pas hiérarchisés. Hein, les CPAM, les caisses primaires, étaient autonomes par rapport aux caisses régionales d'assurance maladie, qui étaient elles-mêmes autonomes par rapport à la caisse nationale, aux caisses nationales. Il se trouve que depuis 2004, parce que le directeur est issu, c'est l'ancien directeur de cabinet de Douste Blazy, mais il est issu, c'est un ingénieur issu du privé, il a mis ça, je veux dire, là, si on peut voir une caporalisation de l'action publique, c'est bien là. D'accord ? Avec une vraie acculturation au management privé. Et donc, en quelque sorte, les personnels de l'assurance maladie avec une culture du contrôle, hein, c'est-à-dire avec des indicateurs chiffrés, du contrôle, finalement, se heurtent à des cultures professionnelles de l'État, notamment des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, mais aussi des médecins inspecteurs de santé publique, et plus généralement des agents de l'État, qui est très, très différente. Donc ces gens-là, a priori, ne se comprennent pas. Et j'ai rencontré, par exemple, dans une région, une directrice des ressources humaines qui était issue de l'assurance maladie, qui avait un discours très négatif, très dévalorisant pour les fonctionnaires d'État. Alors, c'est très courageux, parce qu'elle est ultra-minoritaire, parce que dans les ARS, vous avez 85% d'agents de l'État. Donc, voilà. Et donc, ça s'est passé très, très mal. Très, très mal. À essayer de faire passer la culture d'entreprise à des agents de l'État qui sont très réticents. Ensuite, clairement, les agences régionales de santé ont emporté, et vous connaissez ça aussi, une forme de bureaucratisation, voire une néo-taylorisation du travail. Hein, c'est-à-dire, clairement, des gens qui avaient une certaine autonomie, je le dis, dans le travail notamment, et qui avaient forgé leur identité professionnelle autour de cette autonomie. Je pense aux inspecteurs, à tous les corps techniques de l'État, de l'administration sanitaire, des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, les médecins inspecteurs de santé publique, les pharmaciens de santé publique, se sont retrouvés en quelque sorte dans un contexte très hiérarchique, très caporalisé et très bureaucratique, où en quelque sorte ils ont perdu de leur polyvalence pour se spécialiser sur certains créneaux, mais surtout ils ont été noyés dans des chaînes hiérarchiques fortes. Et donc, ce qui explique aussi pourquoi, et c'est très intéressant de voir ça, c'est que, par exemple, le corps des inspecteurs ou le corps des MISP, des médecins inspecteurs de santé publique, ce sont des corps qui, historiquement, ont porté et valorisé les agences régionales de santé. Et aujourd'hui, ils font défection. C'est pareil pour le corps des directeurs d'hôpital. C'est-à-dire que tous les corps administratifs qui trouvaient que les agences régionales de santé, avant la RGPP, étaient une bonne idée, aujourd'hui, ont complètement fait défection. Les plus grands critiques de la RGPP et des ARS, ce sont les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, les médecins inspecteurs de santé publique, les directeurs d'hôpital. Donc il faut quand même se poser une question. Moi, je serais réformateur, je me poserais une question. Comment se fait-il que des corps d'État qui avaient porté ce projet des ARS, aujourd'hui, lui font défection? Alors, je vous ai donné quelques raisons. La perte d'autonomie dans le travail, la bureaucratisation de l'environnement de travail, un management centralisé et autoritaire, mais surtout un sentiment d'archaïsme face à la multiplication du recours au contractuel, par exemple. Autrement dit, il y a un discours dans les ARS qui est très prégnant, qui est de dire que finalement, ils n'ont pas les compétences dans l'État pour mener les missions des ARS. Donc on va recruter de manière contractuelle des agents qui ne sont pas issus des corps de l'État. Donc il y a un phénomène de non-reconnaissance du travail et de la professionnalité de ces agents. L'idée, en gros, un médecin inspecteur de santé publique, c'est un médecin raté qui fait du contrôle de conformité au code de la santé publique. Et donc, il y a tout un discours, en fait, aussi très dévalorisant par rapport à ces nouveaux venus de l'assurance maladie et des contractuels de droit public, qui fait que les personnels de l'État, notamment, le vivent très mal. Et puis, surtout, ce que vivent très mal, mais c'est une banalité de le dire, ce qu'ils vivent très mal, c'est qu'il faut faire plus avec moins.
Voilà. Et notamment au niveau départemental. Ça, là où on supprime des postes, c'est au niveau départemental, non plus dans les DAS, mais dans les directions départementales, les délégations territoriales. Bon, je ne vais pas détailler ça. Alors, j'aimerais quand même, parce qu'il ne doit pas me rester beaucoup de temps. Non, d'accord, je sais. Alors peut-être de donner quelques constats quand même sur la révision générale des politiques publiques, parce qu'il me semble, ce qui est assez inédit dans la révision générale des politiques publiques, c'est que, et Philippe en a cité un tout à l'heure, de rapport, celui du Conseil économique et social et environnemental, mais ce qui me semble intéressant, c'est que les critiques ne viennent pas seulement des syndicats, mais elles viennent des institutions, je dirais, d'institutions officielles. Et ce qui me semble intéressant, c'est que ces institutions officielles qui émettent des critiques à l'égard de la révision générale des politiques publiques, ce ne sont pas n'importe quelles institutions. Ce sont souvent des institutions chargées de porter la voix de ceux qui, justement, ont été écartés des réformes. Si vous prenez, on va le voir, par exemple, si on prend le Conseil, en gros, les corps intermédiaires, parlementaires, syndicats, mais aussi les usagers, eux-mêmes, les citoyens, et on verra même aussi même les budgétaires, ils vont de leur critique. Mais quand même, ce qui me semble intéressant, c'est que cette critique n'est pas externe, je dirais, aux décideurs, elle est interne, à partir d'un certain nombre d'institutions. 2 minutes, c'est la cata. Bon, alors, voilà, peut-être 5. Hein. Bon, suspendre temporairement, alors par exemple, le Conseil économique et social et environnemental dit, j'ai relu les rapports pour vous, il faut suspendre temporairement pour évaluer, réorienter la révision générale des politiques publiques, car au terme de 4 années de restructuration, la révision générale des politiques publiques suscite des critiques convergentes, commission parlementaire, Cour des comptes, corps de l'inspection générale, ensemble des associations d'élus, professionnels exerçant dans les administrations publiques, organisations syndicales, etc. Ce fait assez exceptionnel pour être souligné justifie la suspension de la révision générale des politiques publiques afin d'évaluer ses effets avant d'opérer les réorientations qui en découleront. En effet, les griefs exprimés sont aussi assortis de recommandations précises portant sur l'essence de la réforme, les méthodes de sa conduite, les procédures de suivi et d'évaluation. À cet égard, des critiques soulignent l'absence de recherche de l'implication des citoyens. Le citoyen est souvent le grand oublié dans une réforme qui les concerne pourtant. Si on prend le médiateur de la République, dans son rapport de 2010, il dénonce de son côté des politiques publiques brouillées par l'empilement législatif, les dommages collatéraux dus à des réformes précipitées, des ambitions politiques qui se heurtent aux moyens limités, la méconnaissance des textes par les citoyens, une loi pas toujours applicable. Et ainsi, on en a discuté d'ailleurs avec Gérard Siri, on avait discuté avec Jean-Paul Delvoye dans un débat, je ne sais plus où, mais voilà. Et notamment, le rapport de la République, il aurait été par exemple souhaitable que la création du RSI, du régime social des indépendants, de Pôle emploi et de la CAMI, je ne sais pas comment on dit, qui ont généré de véritables petites révolutions dans les services administratifs des organismes sociaux, soit procédé de mise en commun progressive, accompagnée par un management attentif et pédagogue, et qu'elles se mettent en place dans un contexte de rodage et de calage. Tout ce qu'on n'a pas fait, donc. Mais les agents ont dû, tout en gérant les dossiers de 2 millions de cotisants au RSI et ceux de 3,5 millions de chômeurs, absorber et s'approprier en urgence de nouvelles pratiques sans cadre spécifique, sans accompagnement adapté. Résultat, ce sont les usagers qui font les frais de cette absence de pédagogie, de la décision et de défaillance managériale et ou technologique. Vous y retrouverez ? Donc, un rapport aussi du Sénat en 2010, disant que la RGPP n'a fait l'objet d'aucune évaluation de ses effets en dehors des rapports d'étape soumis au Conseil des ministres. Je rappelle que c'est assez amusant. La RGPP, la modernité managériale d'État qui valorise l'évaluation pour tout le monde, est incapable d'évaluer ce qu'elle fait. Et au Parlement, aucun débat public n'a eu lieu. Et on retrouve le caractère foncièrement technocratique, centralisé et dirigiste de cette réforme. Il y a un rapport de la Cour des comptes. Ce qui est intéressant, c'est que même les budgétaires n'y retrouvent pas leurs petits. Puisque, effectivement, les économies substantielles ne sont pas au rendez-vous, pour 2 raisons. D'abord, parce qu'il y a des gains qui ont été reversés aux fonctionnaires, alors pas n'importe lesquels. Parce que les loyautés, ça s'achète. Donc, les hauts fonctionnaires et les cadres, les agents de terrain, ils n'ont rien vu. Bon. Et d'autre part, beaucoup de ministères ont surestimé le nombre de fonctionnaires partant en retraite, donc un fonctionnaire sur 2, c'est moins que prévu. Alors, comment les réformateurs s'immunisent contre ces échecs ? Alors, quand vous discutez avec eux, comment font-ils ? Pour dire... Alors, d'abord, vous avez le déni total. C'est-à-dire tout va bien. Alors souvent, vous retrouvez des très hauts fonctionnaires qui, de toute façon, voient le terrain de très très loin, voire ne le voient pas du tout. Donc tout se passe bien.
Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est le déni partiel. Alors, vous savez, c'est la thèse de la vaccine de Roland Barthes qui avait fait ça dans ses mythologies. C'est-à-dire reconnaître les dysfonctionnements d'une partie du système pour sauver le système. Hein? Alors, c'est typique ça. Vous voyez, ça dysfonctionne à certains endroits, mais il ne faut pas remettre en cause la logique globale de la réforme, donc qui va toujours dans le sens de l'efficience, de la performance, de la qualité du service rendu. Donc, en gros, on concède quelques dysfonctionnements criants, mais globalement, pour préserver l'ensemble de la logique de la réforme. Vous avez un troisième argument que je retrouve beaucoup dans les ARS, qui est un peu étrange d'ailleurs, l'argument de la jeunesse des entités fusionnées. Je pense que l'argument de la jeunesse n'est pas argumenté. Et puis vous avez l'argument, alors classique, absolument irritant, celui de la résistance au changement. Ah oui, ça c'est... Alors ça, c'est vraiment le mot passe-partout du management. C'est-à-dire, comme on n'a pas pris en compte les pratiques, les identités professionnelles, comme on n'a pas pris en compte le travail réel, ça ne se passe pas comme on veut. Alors, si ça ne se passe pas comme on veut, c'est que ça résiste au changement. Alors, le changement, il est forcément positif et il est inéluctable. D'accord? Donc, on se demande, les réformateurs, des fois, ne comprennent pas pourquoi les agents ne veulent pas l'inéluctable, ne désirent pas l'inéluctable. Et donc, effectivement, la résistance au changement permet effectivement, mais vous connaissez la stratégie, de renvoyer ceux qui font le travail réel du côté des archaïques, des passéistes, des corporatistes, et justifie, je dirais, encore une fuite en avant dans le recours à des personnels issus non pas de la fonction publique, mais du secteur privé. Voilà, je vous remercie. Merci. C'est pas évident, hein.